Bienvenue dans Exo7, vous écoutez Rage 102.5 et si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez ce qui vous attend pendant 1h30. Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires qui font peur, des histoires étranges, des histoires qui retournent le cerveau, tel est le credo. Aux machines, c'est Mika, bonsoir à toi. Bonsoir Patrick, bonsoir Thomas. Et bonsoir Mika et bonsoir Patrick. Et ce que je tiens à vous dire tout de suite, c'est que dans cet Exo7, donc Thomas va démarrer les hostilités et j'enchaînerai avec ce qu'on appelle ici des Exo7 classiques, c'est-à-dire des histoires dont on a déjà parlé mais sur lesquelles on revient parce qu'elles sont savoureuses. Donc si vous êtes un auditeur assidu, vous avez déjà entendu parler de l'histoire que je vous raconterai en deuxième partie. Et puis si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais pour l'instant donc on écoute l'histoire de Thomas. Oui, l'histoire de Padre Pio, vous allez voir, un contemporain, puisqu'il est décédé en 1968, qui a été particulièrement étrange. Alors, en fait, c'est le Padre Pio, comme son nom l'indique, enfin en tout cas son statut l'indique, c'est un moine capucin italien, qui a été d'ailleurs béatifié par Jean-Paul II un petit peu avant sa mort. Alors, le vrai nom de Padre Pio, c'est Francesco Fargione, et donc... Voilà, ce qu'il a d'atypique, c'est que on dit qu'il a expérimenté tous les phénomènes miraculeux, c'est-à-dire la guérison, la clairvoyance, la bilocation, et ces phénomènes ont été constatés au cours du temps par des centaines de personnes, y compris d'ailleurs des personnes athées, comme on les appelle, en tout cas non religieuses, qui ont été convaincus de ce qu'ils ont vu, et donc le Padre Pio avait la particularité d'amener à la conversion de très nombreuses personnes, des conversions en masse. Donc de temps en temps, il se produisait un phénomène miraculeux et des dizaines de personnes se convertissaient ou en tout cas devenaient encore plus croyants qu'avant en assistant à l'évidence du phénomène miraculeux qui se produisait. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire particulière de ce père. Donc, il a été ordonné prêtre en 1910. Il faut savoir qu'il a toujours une passion pour tout ce qui était religion, pour tout ce qui était clérical. C'était lui, il avait une véritable vocation religieuse tracée et destinée depuis son plus jeune âge. Et en 1914, il est mobilisé pour la première fois dans un couvent. Où il tombe malade. Ce qui attire l'attention par contre des médecins, c'est que lors de cette maladie, il atteint, en tout cas c'est ce que déclarent les médecins qui l'ont ausculté et qui ont été nombreux parce que ça a attiré du monde cette affaire-là, il atteint les 48 degrés de fièvre. Mais autant vous dire que c'est peut-être le seul homme qui a survécu à une telle température, parce que déjà quand on commence à dépasser les 40 de fièvre, on commence à être très 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 mal en point. Donc vous imaginez, c'est 10 degrés de plus que la température normale. Donc c'est, je pense, le seul homme à avoir survécu avec des fièvres aussi violente. Et puis il guérit de ses fièvres. Il est envoyé dans un autre couvent, le couvent San Giovanni Rotardo. Et là, en septembre 1918, à l'âge de 31 ans, se produit un phénomène qu'on appelle donc les fameuses stigmates. Donc il reçoit les stigmates du Christ. Donc il laisse une lettre descriptive de ce qui s'est passé. Donc lui, il évoque le phénomène. Donc il était dans l'église, en train de prier, et donc ça c'est toujours son témoignage. Il aurait vu un homme apparaître devant lui. Au début, il aurait eu du mal à le distinguer. C'était une forme assez floue. Et puis l'homme se rapprochant de plus en plus, il aurait vu un personnage qu'il a pris par la suite comme étant le Christ, ou en tout cas son image, badigeonné de sang, avec des trous dans les mains, les pieds, le torse, enfin un homme torturé, et qui s'est comme évaporé, un petit peu comme un fantôme, en se rapprochant de lui. Et puis suite à cette affaire-là, donc le père Pio s'est retrouvé donc lui aussi avec les mains, les pieds et la poitrine entièrement percé et avec du sang qui coulait à flot. Et depuis cette époque-là, il n'a pas arrêté de subir au moins 2 fois par semaine des apparitions de stigmates de ce type-là, tellement énormes d'ailleurs que lui-même avait peur de mourir complètement saigné, vidé de son sang, parce qu'apparemment le sang affluait. Alors, vous imaginez bien que face à un tel phénomène, les pèlerins ont afflué dans la ville où officiait le père. Le confessionnal était plein, et c'est à partir de ce moment-là donc qu'il a commencé à multiplier les miracles, à faire des guérisons plus ou moins réussies d'ailleurs, mais en tout cas qui étaient suffisamment convaincantes pour attirer du monde.
Et donc ce père a subi évidemment des examens médicaux qu'il a considéré lui comme être des véritables supplices. Alors évidemment certains docteurs ont souligné le mystère des plaies qui parcouraient le père. Notamment, une des caractéristiques qui était assez étonnante, c'est que son sang avait une odeur assez suave, assez sucrée, ce qui est plutôt hors du commun pour un homme. Et évidemment, des médecins sans doute plus sérieux sont arrivés à d'autres conclusions, des conclusions tellement négatives que c'est à partir de ce moment-là donc que le père a commencé à subir de véritables persécutions de la part du Vatican, qui a démenti évidemment tous les miracles que le père avait pu réaliser, qui a démenti effectivement aussi le fait que des stigmates étaient apparus, etc. Et ça a été assez loin puisqu'il a eu une interdiction d'exercer, il a eu une interdiction de rencontrer les fidèles, bref, il a quasiment été fait prisonnier de son propre couvent, il avait plus le droit d'en sortir, il avait plus le droit de faire de confession ni quoi que ce soit. Ça a duré comme ça pendant très très longtemps, jusqu'à ce que le Vatican commence à reconnaître les miracles accomplis par le père, puisque au final, comme je l'ai dit en début, il a été béatifié par Jean-Paul II, mais le mystère est resté assez entier, et c'est vrai que pour beaucoup, le père aurait plutôt été un fin manipulateur et aurait plutôt simulé tout ce qui lui est... mais qui peut effectivement être interprété de deux façons. C'est que au moment de sa mort, une autopsie a été pratiquée et que toutes les cicatrices qu'il aurait dû avoir suite aux stigmates avaient disparu. Est-ce qu'on peut résumer tous les trucs que le Padre Pio donc a pu faire au fil des années Alors il y en a qui sont quand même très étonnants, notamment par exemple la bilocation, donc le don d'ubiquité, c'est quand même des gens l'ont vu à deux endroits. Voilà, c'est en même temps. Ça pour moi c'est si c'est un tour, c'est le tour le plus réussi, parce que ça nécessite quand même une. On peut imaginer qu'il a envoyé une espèce de sosie ou un mec on peut toujours imaginer, c'est clair. Donc il avait aussi des dons de clairvoyance, donc il avait des petites prédispositions aussi à deviner ce qui allait arriver et ce qui allait toucher les gens dans l'avenir. Il avait donc des pouvoirs de guérison qui se sont avérés vrais, mais aussi vrais que les pouvoirs de guérison de la plupart des guérisseurs. Donc après ça, je dirais que c'est aussi une question de point de vue et c'est une question de comment est-ce qu'on ressent les choses. Les sceptiques diront qu'en fait il guérissait pas, il guérissait des gens qui pensaient qu'ils étaient malades, et puis ceux qui croient réellement au pouvoir de guérison diront qu'il avait un vrai don à ce niveau-là. Et puis bon, il y a aussi tous ces stigmates qui sont apparus, qui dégageaient donc une odeur assez particulière, puisqu'il y avait cette odeur un petit peu suave. Et là pareil, donc ceux qui sont à fond convaincus qu'il a été touché par la grâce de Dieu, on va dire, seront convaincus de ces phénomènes-là. Ceux qui sont sceptiques vont se servir du fait que au moment de sa mort, alors ça aussi, comme je disais en conclusion, il y a deux lectures à ça, les cicatrices avaient disparu, donc ça peut être un miracle, Dieu qui lui fait disparaître les cicatrices, et ça peut être aussi la preuve qu'il avait jamais eu de blessure et qu'en fait c'est lui-même qui crée des fausses blessures en fait. Et la fameuse odeur de sainteté, ça reste une des énigmes du surnaturel mystique les plus tenaces, puisque donc on retrouve beaucoup de saints comme ça ou de personnages importants de l'Église qui dégageaient à leur mort et même de leur vivant une espèce d'odeur comme ça suave, une odeur de fleurs, et donc c'était le cas du Padre Pio. Il y a aussi Sainte Thérèse d'Avila qui dégageait cette odeur même à sa mort, donc voilà, ça c'est vrai que c'est un mystère qu'on retrouve souvent, qui est assez étrange. Il y en a qui mettaient ça sur le dos d'une éventuelle maladie qui faisait que donc les sudations étaient comme ça très odorantes, mais pas désagréables, donc une espèce d'odeur sucrée. Bon voilà. Et en tout cas, ce qui fait la particularité du Padre Pio, encore une fois, c'est qu'il réunit la quasi-totalité des miracles mystiques qu'on accorde à certains saints. Donc voilà pour ce cas vraiment étonnant. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, je vais vous proposer ce soir un Exocet classique, c'est-à-dire une histoire dont on a déjà parlé dans la première saison d'Exocet, mais l'histoire est tellement savoureuse que on fait un petit retour dessus. Et ce soir, j'ai choisi de vous reparler du caveau des Chase. Alors, sur l'île de la Barbade, qui se trouve au sud des Caraïbes, il existe un vieux cimetière qui s'appelle le cimetière de Christ Church, et on peut y voir un tombeau qui est vide depuis 180 ans. Alors il s'agit de l'énigmatique caveau des Chase, qui a fait de la Barbade l'île où les cercueils
dense. Alors ce caveau fut construit au XVIIIe siècle par une riche famille de Lille qui s'appelait les Wallerand, et la première personne à y être enterrée fut une certaine Thomasina Godard en 1807. Mais l'année d'après, donc en 1808, le caveau est vendu à une autre famille, les Chase, qui est une autre famille de riches exploitants de Lille, parce que ceux-ci donc viennent de perdre une enfant de 2 ans qui s'appelle Marie-Anne. Donc elle était morte d'une maladie infantile qui était très très fréquente à l'époque, et donc elle devient la seconde personne enterrée dans ce fameux caveau. Pendant 4 ans, la tombe reste scellée jusqu'au 6 juillet 1812 où sa sœur Dorcas Chase succombe également. Un mois plus tard, c'est Thomas Chase, le père de la famille, qui rejoint ses filles. Alors il faut savoir que Thomas Chase, donc c'était un riche exploitant, qui était particulièrement haï sur l'île. On le considérait comme un homme méchant, et il y en a beaucoup qui pensent que Dorcas Chase, donc la deuxième fille, est morte parce qu'elle s'est laissée mourir de faim, ne supportant plus de rester seule avec son père, qui manifestement n'était pas un homme très recommandable. Et donc Thomas Chase survit seulement 1 mois au décès de sa seconde fille, et le jour de l'enterrement, les fossoyeurs qui étaient les esclaves, puisque donc à l'époque on était en plein esclavage, les fossoyeurs descendent dans la crypte pour y déposer le cercueil de Thomas Chase, et ils en ressortent terrifiés en refusant d'y retourner, quitte à subir d'éventuelles punitions, mais ils avaient l'air tellement secoués que le révérend Thomas Anderson décide de descendre à son tour dans la crypte, et il découvre que les 2 cercueils de plomb des fillettes ont été placés debout, la tête en bas. Alors le cercueil de Thomasina Godard avait été mis sur le côté contre une des parois. Et là, évidemment, on pense à une profanation perpétrée par les esclaves en rébellion, puisque à cette époque, donc les esclaves étaient commençaient à se révolter. Et on remet les cercueils en ordre. On ajoute celui de Thomas Chase, qui nécessite 8 personnes pour le déplacer, puisqu'il est en plomb. Et on finit par sceller le caveau avec un gros bloc de marbre. 4 ans plus tard, le 25 septembre 1816, on ouvre à nouveau le tombeau pour la mort de Samuel Brewster Ames, et après que l'épaisse dalle de marbre ait été déplacée, le révérend descend en premier, encore une fois, et une fois encore, les cercueils ont été mis en désordre, y compris le très lourd cercueil de plomb de Thomas Chase. Donc là, le pasteur et la secrétaire du gouverneur de l'île examinent le caveau, ils ne trouvent rien d'anormal. Alors bon, on dépose le cercueil du jeune Samuel Brewster Ames. On scelle de nouveau la crypte avec cette grosse pierre, cette grosse plaque de marbre. Et 8 semaines plus tard, c'est le père de Samuel Brewster, donc, qui est tué dans une révolte d'esclaves. Alors on ouvre à nouveau le caveau. Et là, il faut les efforts d'une 12aine d'hommes pour déplacer la dalle de marbre, parce que donc cette dalle est particulièrement importante, et il faut l'aide d'un chevalet pour la déplacer. En effet, juste dans le cadre d'une expérimentation, on a demandé à des hommes d'essayer de la déplacer sans l'aide d'un chevalet, donc de déplacer la pierre de manière brutale. Ils sont pas arrivés à la faire bouger d'1 centimètre. Donc il faut un mécanisme pour ouvrir cette pierre et l'aide de nombreux hommes. Et cette fois, donc, il y a des curieux qui ont suivi le cortège pour savoir si le phénomène va se reproduire. Le révérend Anderson descend en premier encore une fois. Il est accompagné du gouverneur de l'île et d'un magistrat. Et là, il constate que 4 des 5 cercueils sont dans le plus grand désordre. Seul celui de Thomasina Godard a été épargné. Et détail surprenant, donc c'est le seul cercueil en bois qui est donc léger, alors que tous les autres sont en plomb. Et ils ont été remués dans tous les sens, alors que celui de Thomasina Godard est intact. Le lendemain, on sort tous les cercueils et des experts examinent très sérieusement la tombe. On ne trouve aucune trace d'infraction, aucune infiltration d'eau, aucune secousse sismique n'avait été enregistrée depuis le précédent enterrement, donc c'est pas ça non plus, c'est pas un tremblement de terre. La seule entrée possible, c'est donc l'énorme dalle, mais son ouverture ne serait sûrement pas passée inaperçue, vu le nombre de gens que ça nécessite et vu le mécanisme qu'il faut pour ouvrir cette dalle. Donc on replace tous les cercueils en ordre, mais cette fois, on fait sceller la dalle avec du ciment. Alors, à ce stade, l'histoire est devenue très populaire, puisqu'on a des gens qui viennent de toutes les Caraïbes pour voir le fameux caveau, simplement le voir, même pas assister à un enterrement. Les gens sont curieux de voir à quoi ressemble le fameux caveau des Chase. Les habitants de l'île, bien sûr, attendent en secret la prochaine ouverture, parce que c'est devenu l'attraction principale de l'île. Et cette ouverture ne manque pas de se produire 2 ans plus tard, le 7 juillet 1819. Donc avant de vous dire ce qui s'est passé, je tiens à rappeler qu'à ce stade,
L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que des esclaves en rébellion, des esclaves révoltés, ont décidé de profaner systématiquement le caveau des Chase à cause du mauvais traitement que leur infligeait Thomas Chase. Donc c'est l'hypothèse qu'on peut avoir, puisque étant donné que c'était des esclaves qui ouvraient la crypte en déplaçant cette pierre, on se dit que finalement, la nuit, ils auraient bien pu en faire autant. Mais là, donc cette fois-ci, on a scellé la dalle avec du ciment. Donc on l'ouvre, on enterre une certaine Thomasina Clark cette fois-ci. Il y a des représentants officiels du gouvernement qui vérifient bien que le ciment est intact, qu'il n'a pas été gratté, qu'on n'a pas essayé de casser tout ça. Tout est impeccable. Mais les esclaves sont incapables d'enlever la dalle au premier essai, donc ça a l'air vraiment très très solidement coincé. Donc on commence à enfoncer des coins de bois à coups de marteau pour bouger la dalle, et finalement on réussit à la soulever. Et là on comprend tout de suite pourquoi c'était si difficile à enlever, c'est parce que le cercueil de Thomas Chase était coincé contre la dalle, cette dalle, donc il avait été déplacé. Et c'est évidemment pas le seul qui a bougé, puisque tous les autres cercueils étaient sans dessus-dessous. Donc cette fois on parle d'une dalle scellée au ciment qui était manifestement très très dure à enlever, et on avait coincé un cercueil derrière. Bon, alors non, mais parce que j'allais dire, en plus ce qui a rajouté, c'est que vous l'aurez tous compris, donc à la rigueur on pourrait se dire les gens ont gratté le ciment, on refait du ciment par-dessus, mais c'est impossible de refermer une dalle en posant un objet à l'intérieur dessus. Donc voilà. Déjà d'une, mais c'est pas tout. C'est vrai qu'on peut encore objecter ça. On peut dire oui, ils auraient très bien pu défaire le ciment, refaire le ciment derrière. Alors là, après que la sépulture soit une nouvelle fois inspectée de fond en comble et qu'aucune trace d'infraction n'est découverte, on remet tout à sa place normale comme d'habitude, on recèle la porte, mais cette fois on la scelle avec des seaux, hein, donc déjà on met du sable blanc sur toute la surface de la crypte, et donc des seaux officiels sont imprimés dans le ciment. Donc là, cette fois-ci, il y aura pas de place pour le doute. Si les seaux sont abîmés, ça veut dire que le ciment a été enlevé. Donc là, cette fois-ci, il est impossible d'ouvrir ce caveau sans briser les seaux et sans laisser de traces sur le sable blanc. Donc on note tous les détails, la position exacte des cercueils, des schémas sont tracés, il y a des dessins qui existent encore, qui sont consultables à l'heure actuelle encore dans les archives de l'île de la Barbade. Et il y a même un policier qui vient vérifier régulièrement l'état du caveau, hein, donc une espèce de gardien. Et là, évidemment, le caveau devient encore plus populaire. Ça devient une légende locale. Et il y a de plus en plus de gens qui se déplacent pour assister au truc. Et puis là, donc, les mois passent. Il n'y a pas de nouveaux cadavres. Mais les gens sont tous très très curieux. On commence à dire qu'il y a des bruits étranges qui viennent de la sépulture. Donc le 20 avril 1820, le gouverneur de la Barbade, qui s'appelle Monsieur Combermere, ainsi que plusieurs membres de son entourage, donc, décident d'ouvrir le caveau pour voir s'il s'est passé quelque chose. Donc ils inspectent le caveau avant de l'ouvrir. Pas de marque étrange. Et donc les seaux n'ont pas été abîmés. On ouvre le caveau. Et cette fois, c'est les cercueils des enfants qui bloquent le passage. Donc les officiels passent par-dessus les cercueils des enfants pour s'apercevoir que les cercueils de plomb avaient été littéralement projetés dans tous les sens. Donc c'est pas rien de projeter comme ça les cercueils en plomb. Encore une fois, seul le cercueil de Thomasina Goddard n'a pas bougé. Le sable blanc est intact. Et donc le tombeau est inspecté une nouvelle fois, toujours pas de traces d'infiltration, pas de traces de profanation, pas d'ouverture, pas de craquelure. Et donc là, on va jusqu'à vérifier qu'il n'y a pas des tunnels qui ont été creusés sous le truc. Donc on y va à coups de barre de fer pour voir s'il n'y a pas des tunnels sous le caveau. On ne trouve rien du tout. Et le gouverneur donc est fatigué de cette histoire, il en peut plus, donc il décide tout simplement, parce que ça commence à faire pas mal de remue-ménage, donc pour remettre le calme sur son île, il décide tout simplement d'enlever les cercueils du caveau, de les inhumer ailleurs, et à partir de cet instant, les cercueils de la famille Chase n'ont plus jamais été perturbés. Par contre, le caveau des Chase, lui, a été laissé ouvert depuis, et il n'a plus jamais servi à
aucune inhumation, et encore aujourd'hui, si jamais d'aventure vous passez par l'île de la Barbade, vous pourrez voir ce cercueil des Chase qui conserve son secret et peut-être sa malédiction depuis près de 2 siècles. Et c'est vrai que généralement dans les histoires qu'on raconte, on arrive toujours, si on veut, à trouver d'éventuelles explications possibles, etc. Pour le coup, c'est peut-être une des rares histoires pour lesquelles j'ai vraiment du mal à voir quel phénomène pourrait expliquer, quel phénomène naturel ou scientifiquement explicable pourrait arriver à résoudre l'énigme qui se présente. Parce que tout a été envisagé. Donc déjà, il y a l'hypothèse de la révolte d'esclaves, donc qui ont fait exprès de profaner la famille des Chase parce que donc il y avait des mauvais traitements. Mais encore une fois, la crypte a été scellée. Voilà, ils auraient pas pu recéler. Et comme je disais tout à l'heure, ils auraient pas pu poser des cercueils de l'autre côté de la plaque qui servait à sceller, enfin de la plaque de marbre qui servait à sceller, et en la refermant de l'extérieur. C'est pas possible. Et puis donc on a aussi pensé à des séismes, mais bon, aucun séisme n'a été enregistré pendant la période des phénomènes. Et puis les autres cercueils auraient bougé aussi, en particulier celui en bois, etc. Voilà, il y avait le cercueil en bois qui restait intact alors que ceux en plomb se balançaient. Pas d'infiltration d'eau qui aurait pu soulever les cercueils. Il reposait au sol, donc voilà, ça reste une énigme, et donc aujourd'hui l'endroit est particulièrement lugubre, puisque donc on voit ce vieux tombeau dans un coin isolé du cimetière, ouvert, donc on peut rentrer à l'intérieur, quoique maintenant il y a des grilles qui ont été posées, mais voilà, on peut tout à fait entrevoir ce qu'il y a dans ce caveau. Et donc sur le blog d'Exocet, je vous mettrai des photos du caveau des Chase. Vous verrez qu'il ne paie pas de mine, mais évidemment quand on connaît son histoire, tout ceci prend plus de sens. Voilà, à présent c'est Thomas qui va nous raconter une deuxième histoire. Une deuxième histoire qui fait aussi partie des classiques, puisqu'on a déjà abordé ce sujet par le passé, mais comme tu le précisais, de temps en temps ça fait du bien de se remémorer ces bons moments et ces bien belles histoires. Et ce soir donc ça va être l'histoire du fameux hôtel le plus hanté d'Angleterre que je vais vous conter pour la seconde fois. Et toute cette histoire commence en 1968 avec John Humphreys qui décide d'acheter cet hôtel en fait pour 2600 livres. Alors vous allez me dire c'est très très peu, 2600 livres, mais en fait cet hôtel était voué à la base à la destruction. Lui est pris un petit peu par le charme du lieu, il trouve qu'il est assez coquet et donc décide de racheter ce vieil hôtel qui se trouve donc dans la ville de Gloucestershire. Et donc il achète ce fameux hôtel pour 2600 livres et il décide donc de passer sa première nuit dans sa nouvelle acquisition. Et évidemment, quand il achète l'hôtel, personne ne l'a prévenu, et on s'est bien gardé de le faire à mon avis, que l'hôtel était en tout cas hanté, ou en tout cas avait la réputation de l'être. Donc il décide de passer sa première nuit dans les lieux, et il est réveillé par un contact glacé. Lui dira plus tard qu'il a clairement senti des mains extrêmement froides se poser sur son corps, et donc ça lui fait quitter son lit. Du coup, il passe quand même une nuit plutôt agitée. Et sa fille, elle aussi, est témoin de nombreux phénomènes au début de leur aventure. Notamment, par exemple, elle voit souvent une créature noire, une forme féline, une sorte de chat noir, mais pas tout à fait un chat, qui apparaît assez régulièrement à chaque fois qu'un événement étrange va se produire. Et des événements étranges, vous allez voir qu'il y en a eu quelques-uns. Alors, il y a eu des clients qui ont été éjectés de leur chaise. Il y a eu évidemment des gens qui ont été réveillés pendant leur nuit de sommeil, également par un contact glacé, par des mains qui se posent sur leur torse et qui les réveillent soudainement par le froid qu'elles dégagent. Évidemment, les classiques aussi sont là, des fenêtres qui s'ouvrent, les portes auxquelles on entend frapper au milieu de la nuit. Quand on ouvre, il y a personne dans le couloir. Ça arrive d'ailleurs en plein milieu de la journée. Bref, il y a vraiment comme ça toute une série de phénomènes plutôt étranges, c'est vrai. Des bouteilles qui se renversent. Voilà, des phénomènes de poltergeist mêlés à des phénomènes fantomatiques plus classiques. Bref, voilà, l'hôtel mérite bien son nom d'hôtel le plus hanté d'Angleterre. Et évidemment, cela fait que beaucoup de monde commence à s'intéresser au sujet. Donc de nombreux visiteurs y vont, ne serait-ce que par curiosité. Des scientifiques se déplacent, des hommes
des gens amateurs de paranormal viennent aussi sur les lieux pour essayer de choper au passage peut-être un événement particulier. Et notamment un événement a marqué pas mal de monde et pas mal de visiteurs. C'est l'exhumation, un petit peu par hasard d'ailleurs, d'un cadavre d'enfant qui découvre sous l'escalier. Alors ce qui est un petit peu intéressant avec cette histoire, c'est que pendant longtemps les visiteurs de l'hôtel décrivent des sortes de cris difficilement définissables qu'ils entendaient au milieu de la nuit, des sortes de chuintements, etc. Et puis donc ils découvrent en faisant des recherches sur les différents événements paranormaux qui se produisaient un tombeau donc sous l'escalier qu'ils exhument, et ils trouvent dedans donc le cadavre d'un petit garçon. Et à partir de ce moment-là, ils font un peu le lien entre ces différents bruits qui parcourent la maison et le cadavre de l'enfant, et ils arrivent à la conclusion qu'en fait, ce qu'ils entendent quasiment toute la nuit, ce sont les pleurs de ce petit enfant qui, comme ça, entrait les couloirs de l'hôtel. Alors il y a ces fameux pleurs, il y a aussi le fantôme de Lady Elizabeth, qui apparemment on rencontre souvent, et quand je dis souvent, c'est vraiment le visiteur le plus régulier. Alors son histoire, c'est qu'elle aurait été assassinée donc dans la maison. Alors évidemment, elle a été enterrée sous le bar. Donc on note quand même que c'est un hôtel assez atypique, puisqu'apparemment on enterrait les cadavres à l'intérieur. Et donc elle, quand je dis qu'on la rencontre souvent, c'est que c'est plus que régulier. Le patron de l'hôtel n'est même plus surpris apparemment quand il la croise. Il la voit de temps en temps dans les cuisines ou se balader dans les couloirs, et il la croise limite comme si c'était une cliente normale, et il y prête même plus attention. Donc comme je disais tout à l'heure, tous ces phénomènes finissent quand même par attirer pas mal de monde sur place. Notamment donc des professionnels du paranormal et des scientifiques qui veulent à tout prix essayer d'enregistrer ou de voir ne serait-ce qu'un phénomène paranormal. Donc la plupart débarquent avec pas mal de matos, des caméras, des appareils photos, des enregistreurs numériques, etc. Et dans la plupart des cas, et ça c'est un des autres faits assez troublants dans cet hôtel, c'est que donc les appareils sont en parfait état de marche à l'extérieur de l'hôtel. Dès que les gens rentrent à l'intérieur, les appareils ne marchent plus. Alors on pourrait penser effectivement que c'est une panne permanente, mais curieusement évidemment quand les gens ressortent avec leur appareil photo, l'appareil photo marche parfaitement. Alors il existe quand même quelques clichés de phénomènes qui se sont produits à l'intérieur, notamment des films où on voit des manifestations étranges. Alors comme d'habitude dans ce genre de cas, c'est des films toujours très flous. Les photos pareil, on voit quelques photos effectivement avec des formes énigmatiques, etc. Mais pareil, c'est jamais très net ce genre de photos, vous le savez bien. Et alors il y a des photos avec des orbes, Alors les orbes, c'est ces fameuses petites boules de lumière qui peuvent s'apparenter aussi à tout simplement le reflet d'un flash sur un grain de poussière qui serait en suspension dans l'air. Donc des photos d'orbes qui sont, pour les amateurs de paranormal, des concentrés d'énergie fantomatique. Alors des photos comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Des photos de fumée, d'ombre, et une photo qui est assez étrange effectivement, d'une horloge sur laquelle apparaît dans le reflet de la vitre un visage, sauf que ce visage, on comprend quand même clairement à son aspect que c'est pas quelqu'un qui est derrière en train de se refléter, ou alors c'est quelqu'un de savamment maquillé et qui a passé quelques années sous terre, ou en tout cas à l'abri de la lumière. Donc voilà, cette photo par contre elle est assez perturbante. Et c'est vrai que là encore aujourd'hui, pas mal de choses se passent. Alors on a cherché des explications un petit peu à tous ces phénomènes paranormaux. Alors il faut savoir donc que l'hôtel quand même date de 1145. Donc il est vraiment très vieux, et qu'il était jadis, donc avant d'être un hôtel, la maison de l'église. Donc c'est là où vivaient en fait les prêtres et certains hommes d'église. Et la rumeur dit que un passage secret mènerait directement donc de cet hôtel jusqu'à l'église, en passant évidemment par les cryptes de l'église, et également par les catacombes, ce qui expliquerait qu'il y ait des remontées fantomatiques, puisque les fantômes emprunteraient donc ces passages-là pour aller ensuite pour sortir, et donc passeraient forcément par l'hôtel, et donc entrer cet hôtel. Alors évidemment il y a énormément de gens qui sont sceptiques. Ce qui reste certain, c'est que l'énorme majorité des gens qui sont allés sur place, pour pas dire quasiment tous, disent qu'il est excessivement difficile de dormir dans cet hôtel.
et une grande majorité également prétend avoir vu effectivement des phénomènes. Et puis il y a aussi également tous les témoignages des différents clients qui auraient été éjectés des sièges ou propulsés au plafond, ce genre de choses. Bref, différents éléments assez perturbants. Il est 8h du soir. Et vous allez découvrir les infos insolites de la semaine, donc cette sélection hebdomadaire de tout ce qui s'est passé d'étrange à la surface du monde. Je tiens juste à rappeler que avant le morceau, donc Thomas nous parlait de l'hôtel Ram Inn, qui est considéré comme l'hôtel le plus hanté d'Angleterre, et donc il y a des photos effectivement particulièrement troublantes d'apparitions, etc. Photos que vous retrouverez sur le blog d'Exo7. Voilà pour cette histoire. On démarre les infos insolites avec une info qui s'est passée en Chine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais si on tenait les statistiques de l'insolite sur la planète, les 2 dernières semaines, beaucoup de trucs bizarres en Chine. Entre une vieille avec des cornes, une corne, et une autre qui se retrouve avec une balle dans la tête pendant 64 ans. En ce moment, les Chinois font très fort. En même temps, ils sont plus de 2 milliards, donc statistiquement, c'est normal que ce soit là-bas que ça se passe. Donc là, eh bien, on a une jeune lycéenne de 18 ans, donc, qui a été sauvée par son parapluie. Et alors ça se passe comme dans Mary Poppins, vous allez voir que c'est assez magnifique. Donc elle est tombée d'un immeuble de 6 étages. Et elle a survécu grâce à son parapluie. Elle s'appelle Zhang et donc en fait il pleuvait, donc elle était trempée. Elle décide d'aller faire sécher ses habits dans un pressing qui se trouve au sommet d'un immeuble de 6 étages. Donc elle y va et une fois là-haut, eh ben elle se fait comme ça pousser par une espèce de rafale de vent soudaine et elle est donc éjectée du bord de l'immeuble, du bord du balcon. Elle a le temps de s'agripper à son parapluie et là donc elle atterrit, bon j'irai pas jusqu'à dire en douceur mais elle atterrit en tout cas elle atterrit un petit peu moins vite que si elle avait sauté tout court sans se faire trop mal quoi. Et elle a survécu, donc elle doit pas être très lourde à mon avis parce que bon, pour réussir à faire du parachute avec un parapluie, et puis elle doit avoir un bon parapluie parce que pour que les baleines tiennent, c'est un parasol à mon avis. Voilà. Ouais. Donc, à ce moment, elle est à l'hôpital parce qu'elle a quand même morflé. Elle a été opérée de quelques blessures, mais le parapluie, elle serait morte. Donc voilà une jeune fille qui va sûrement garder son parapluie même quand il pleuvra pas, ne serait-ce que par respect. La deuxième histoire de la semaine se passe en Amérique, en Virginie exactement. Et alors, vous allez voir que c'est une espèce de fusion de 2 histoires précédentes. On parlait de cette grand-mère chinoise la semaine dernière, donc qui a survécu 64 ans avec une balle dans la tête. Et il y a quelque temps aussi, je vous avais parlé d'un jeune homme qui s'est réveillé poignardé. Donc manifestement, il a été poignardé la nuit, mais il a fallu qu'il attende de se réveiller avant de capter qu'il avait été poignardé. Donc là, on a une fusion des deux, puisqu'on a un certain Michael Lusher qui s'est réveillé, et là, il s'est aperçu qu'on lui avait tiré une balle dans la tête. Alors c'est toujours plus fort. Je tiens à rappeler que toutes ces histoires, aussi incroyables qu'elles puissent paraître, sont authentiques, puisque je vérifie mes sources systématiquement. Ce sont des sources d'informations sérieuses qui les publient. Donc là, c'est vrai, mais attendez que je vous explique pourquoi. Donc il a 37 ans, cet homme-là. Il vit dans une caravane et là il y a un homme, pendant que donc Michael Lusher est en train de dormir, il y a un homme qui a tiré 5 balles dans la caravane et il y en a une qui est rentrée dans la tête de Monsieur Lusher, mais il s'en est pas aperçu donc jusqu'à ce qu'il se réveille 4 heures plus tard et qu'il se soit aperçu qu'il y avait du sang un peu de partout. Donc la balle a été ralentie parce que donc elle est passée à travers la carrosserie de la caravane et puis c'était du petit calibre. Donc elle a pénétré dans la tête mais sans créer de dommages mortels. C'est pour ça qu'il a survécu. Sinon si ça avait été du gros calibre et s'il n'y avait pas eu la caravane entre les deux, bon évidemment cet homme serait mort aujourd'hui. Et puis en plus de ça, bon, il revenait d'une soirée manifestement assez arrosée, donc tous les facteurs aidant, il a survécu à une balle dans la tête. Donc c'est quand même une belle performance. Enfin, ça m'étonne quand même que ça n'ait pas piqué un peu quoi. Bah écoute, apparemment il devait avoir le sommet suffisamment. Oui, apparemment à chaque fois qu'on a une balle dans la tête ou un coup de poignard ou un truc comme ça, il vaut mieux ne pas être trop sobre. Apparemment les gens s'en aperçoivent pas. J'ai l'impression que ça aide. Alors bon, ceci n'est pas une incitation à boire pour éviter la douleur. Le mieux c'est d'éviter les balles dans la tête. Voilà, c'est le mieux. Tant qu'à faire, c'est l'idéal. C'est vrai.
Mais si un jour vous êtes vraiment obligé, pensez à cette solution. On part en Allemagne avec une histoire de couple. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce couple, qui est un couple de cinquantenaires, avait envie de mettre un petit peu de piquant dans sa vie sexuelle. Donc, ils ont décidé de s'adonner à quelques jeux sadomaso. Ils se sont donc habillés avec du cuir. Ils se sont enchaînés l'un à l'autre. Et là, ce qui devait arriva. Ils ont perdu la clé des chaînes, puisque donc elles étaient liées par un cadenas, ces chaînes, et ils ont perdu la clé du cadenas, donc ils se sont retrouvés enchaînés. Le mari s'appelle alors je sais pas comment ça se prononce en allemand, hein, ça s'écrit Jochen en tout cas, ça doit se dire je sais pas Jochen ou quelque chose comme ça. Jürgen, non, j'en doute parce que Jochen, bref. Ah, Jochen, ouais. En tout cas, voilà, Jochen Ranstedt, qui est âgé de 56 ans, sa femme s'appelle Maria, ça nous facilite la tâche, et donc ils habitent dans la ville de Weiden, et ils ont tout essayé, hein, c'est-à-dire que pendant des heures, ils ont essayé de se détacher de ces chaînes, mais rien à faire. Donc après plusieurs heures de lutte pour essayer de se détacher, ils ont réussi à appeler sur le téléphone portable de Jochen, et donc ils ont appelé les secours. Et là, le mari donc témoigne en disant que c'était vraiment le moment le plus embarrassant de sa vie. Il voulait juste essayer un truc un peu différent, quoi, dans leur vie de couple. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'était la première fois. Voilà, c'est ce qu'on dit, mais le pire serait que ce soit vrai. Genre c'est un couple bien sous tout rapport, et là, la fois où ils essayent le truc, ils se font choper, parce que là bon, c'est fou une réputation en l'air. Faut dire que quand t'es habillé de pied en cap en sky, c'est difficile de dire que t'étais en train de faire autre chose. Mais en plus le nom a été diffusé, c'est-à-dire que ces gens maintenant c'est foutu quoi. Ils sont catalogués à vie. Même ici, tu te rends même compte là, même s'ils se déplacent ici dans le sud de la France, ils sont foutus. C'est foutu. Donc il a dit que c'était le moment le plus embarrassant de sa carrière, et il a même été amené à l'hôpital, lui, donc Jochen, pour soigner ses poignets qui ont enflé. Il a tellement lutté pour essayer de se détacher de ses chaînes et de ses menottes que il était tout ruiné de partout. Donc le ridicule ne tue pas, manifestement, les chaînes non plus, heureusement pour eux. Quatrième histoire insolite de la semaine qui se repasse en Chine, vous voyez ce que je vous disais. Il y a comme clairement un truc. Peut-être aussi que c'est parce que l'information circule mieux en Chine maintenant, non? C'est peut-être vrai. Hein, tout à coup, ils sont ouverts aux autoroutes de l'information et ça circule. Ouais. C'est pas impossible. Donc, une femme chinoise avec une histoire qui fait écho également à une autre histoire qui s'était passée en Chine à base de chats. Alors vous allez voir, c'est drôle. Donc rappelez-vous, il y a quelques semaines, on parlait de cette femme qui disait que sa chatte avait eu un petit chiot. Histoire qui elle-même faisait écho à une autre histoire qui s'était passée en Amérique du Sud il y a des mois, avec une femme qui prétendait que sa chatte avait eu des chiots. Donc là, évidemment, dans les deux cas, on a pu prouver que c'était faux. Et là, cette chinoise, aujourd'hui, c'est une grand-mère, hein, cette femme, elle s'appelle Feng, et elle a un chat avec des ailes. Voilà. Tout simplement, donc c'est pratique. Ce chat a des ailes de 10 cm qui lui ont poussé comme ça dans le dos. Alors c'est le journal Huaqiang News, hein, donc un journal chinois qui rapporte cette histoire. Donc au début, manifestement, c'était comme 2 excroissances sur le dos du chat, mais elles ont commencé à pousser et un mois plus tard, c'était 2 ailes. Donc j'ai vu la photo parce qu'il y a une photo et on voit donc oui effectivement 2 formations comme ça qui ressemblent de loin à des ailes avec des poils. Et c'est pas des bêtes. Non, c'est pas des ailes avec des plumes. Hein. C'est 2 excroissances qui partent du dos, qui font 10 cm avec des poils. Donc cette grand-mère dit que ces ailes qui contiennent des os, hein, donc font ressembler son chat à une espèce de petit chat ange. Donc c'est mignon, mais les experts pensent donc que le phénomène est dû à une mutation génétique, tout simplement, comme il y en a des tas fréquemment, sauf que ça concerne des individus et pas des groupes entiers d'animaux. Et donc là, pour le coup, c'est tombé sur cet individu-là, sur ce chat-là. Il a comme ça des excroissances qui ont poussé dans le dos. Si il se reproduit et qui passe le gène comme ça des petits chatons, peut-être que d'ici 2 ou 3 siècles, on aura des chats ailés comme ça qui vont se balader dans les rues. Là, pour l'instant, en tout cas, il est seul dans son cas. Et manifestement, ça devrait pas l'empêcher de vivre une vie normale, une vie de chat normale. Mais c'est pas un fake, quoi. C'est pas un canular, il lui a pas collé des trucs, il a des excroissances osseuses, quoi, poilues, et c'est vrai que l'effet est assez sympathique. Donc on continue notre tournée de l'insolite, des infos bizarres de la semaine, avec une histoire qui s'est passée en Angleterre, l'histoire d'un homme qui s'appelle Tony Wright, qui est âgé de 42 ans et qui est resté éveillé
11 jours et 11 nuits pour battre le record officiel qui datait de 1964, qui est de 264 heures sans dormir, donc un record qui était détenu par Randy Gardner. Donc 264 heures, ça correspond à peu près à 11 jours, donc il prétend avoir battu le record donc de très peu, hein. Et donc il a combattu le sommeil en buvant du thé, en jouant au billard et en tenant un journal intime. Donc il faut savoir que le record de Randy Gardner avait été établi dans le cadre d'une expérience sur les effets du manque de sommeil sur l'homme. Donc on estime qu'après quelques jours de veille, ça devient dangereux pour la santé, très dangereux pour la santé mentale. Il y a des hallucinations, le corps évidemment est épuisé. Donc là, 11 jours, c'est très dangereux pour la santé, à tel point que le Guinness Book avait arrêté toutes sortes de soutiens concernant d'éventuels records qui allaient dans ce sens, hein, donc pour pas encourager les gens à essayer de le battre. Et donc durant son record, Monsieur Wright a noté que son discours devenait parfois incompréhensible, donc il parlait puis ça partait dans tous les sens, et puis il a eu pas mal d'hallucinations aussi. Les couleurs lui semblaient très très brillantes. Bref, voilà, des hallucinations dues au cerveau qui commence à paniquer un petit peu. Et donc ces 11 jours, il les a passés devant une webcam, et donc des caméras le suivaient 24 heures sur 24. Pour que donc il y ait pas de doute sur sa performance. Il voulait être sûr que tout le monde puisse assister à son record. Et donc Monsieur Wright là prétend que c'est dans le cadre de recherches personnelles qu'il mène lui sur le sommeil et les relations qu'entre le sommeil et le corps. Et la vidéo entière existe, hein, donc pour prouver qu'il est resté éveillé. Donc manifestement il a battu ce record. Et honnêtement je pense que ça sera très difficile de le battre, puisque donc il était encore une fois détenu depuis 1964, et aller au-delà de cette barrière, ça me semble très 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 tendu. Ça a l'air d'être la limite. Ouais, ah oui, c'est vraiment. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que le Guinness Book soutienne pas ça parce que pour cause de dangerosité, parce que des records stupides et dangereux, il y en a un paquet qui soutiennent, hein. Je veux dire, essayer de plonger le plus profond sans air, sauter le plus de camions avec une moto, qui me semble être des records aussi assez dangereux. Donc pourquoi est-ce que celui-là c'est vrai que je sais pas là, c'est vrai que je pourrais pas te dire quel type de record le Guinness Book soutient actuellement. En tout cas là, manifestement il soutenait pas celui-là, hein. En tout cas, c'est peut-être parce que c'est peut-être le côté mental qui les dérange plus, parce qu'effectivement si ça rend fou quelqu'un, c'est encore autre chose que d'avoir un accident grave et de se casser quelque chose ou... je sais pas trop. Le truc c'est que c'est vrai que arrêter de dormir, n'importe qui peut essayer de le tenter, alors que sauter par exemple par-dessus une quinzaine de voitures, n'importe qui peut le tenter, c'est pas tout le monde arrive de l'autre côté. A priori ceux qui le tentent c'est des cascadeurs pros, quoi. Ouais. Là c'est vrai que n'importe qui peut se dire je vais essayer de le faire, et puis donc ça peut amener à des accidents. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient pas là avec lui pour homologuer le truc, quoi. Alors, on continue avec une histoire qui s'est passée en Allemagne, une histoire qui aurait pu être dramatique, mais finalement qui s'est bien terminée. C'est une retraitée allemande donc qui a caché les économies de toute sa vie dans le sac d'un aspirateur. Un vieux sac pourri d'aspirateur qu'elle a mis dans un placard, tout simplement parce qu'elle ne faisait pas confiance aux banques, comme beaucoup de personnes âgées d'ailleurs, et elle a engagé une femme de ménage qui a jeté le sac. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Sympa. Alors la retraitée s'appelle Margaret Williamson, elle a 80 ans, et donc sa fortune s'élevait à 57 000 livres, ce qui correspond à peu près à 83 000 euros. Oui. Donc, et l'ex-femme de ménage, elle fait quoi maintenant ? Alors vous allez voir la petite affaire. Donc elle a embauché cette femme de ménage qui a vu ce vieux sac d'aspirateur dans un placard, et elle l'a jeté en pensant que c'était un déchet, et très honnêtement on peut pas la blâmer, quoi, hein, ça semble assez normal. Donc là la grand-mère à 80 ans, elle a quand même réussi à obtenir le cash, elle l'a eu, parce que elle a immédiatement appelé le centre de tri des déchets. Elle leur a dit j'ai un sac avec toute ma vie dedans, quoi, 83 000 euros, enfin 57 000 livres, il faut absolument le retrouver. Et là donc l'équipe du centre de tri a envoyé une équipe
pour chercher dans les 45 tonnes de déchets. Ils ont dû en trouver des bénévoles, t'inquiète pas. Ouais, non mais pour le coup c'était pour les rendre, hein, c'était pas pour les garder quoi. Donc voilà, ils ont réussi à trouver ce sac parmi 45 tonnes de déchets, un sac d'aspirateur. Et donc elle a récupéré sa mise. Autrement c'est vrai que ça aurait été un coup dur quand même, parce que 83 000 euros d'économie de toute une vie perdue comme ça dans les déchets, ça fait un petit peu mal. Moi ce que je me demande c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre 83 000 euros de billets dans un sac d'aspirateur. Il faut commencer à les tasser sévèrement. 57 000 livres en l'occurrence. Alors je connais pas les unités, je connais pas les billets anglais, peut-être les billets de 10 000, ça fait quand même des sacrés liasses. Hein. Mais c'est clair que ça devait faire un paquet de liasses. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que la femme de ménage ne se soit pas dit tiens, il a quand même une forme bizarre ce sac et il doit être bien rempli. Elle doit faire la collection de vieux sacs. Peut-être aussi. On fait un détour par la Californie à Sun Valley avec une histoire dramatique là pour le coup, on peut bien le dire, mais on pourrait aussi dire que c'est comme une espèce d'histoire de karma qui se retourne contre l'assaillant, puisque donc c'est un homme qui a essayé d'assassiner sa petite amie en arrêtant sa voiture sur les rails d'un chemin de fer. Alors son plan c'était d'arrêter la voiture avec le côté passager du côté du train, donc du côté de sa petite amie, et se barrer de la voiture juste avant que le train percute. Donc apparemment des témoins disent qu'ils ont vu le couple se disputer un petit peu avant l'événement. Donc là le jeune homme, dans une espèce de crise tout à coup d'hystérie, aurait doublé des voitures, se serait arrêté net sur les voies de chemin de fer, et là il a pas eu le temps de se barrer en fait, parce que le train les a percutés, mais il les a percutés tous les deux, et le truc c'est que l'homme est mort et la jeune femme a survécu quoi. Ah bah pour une fois. C'est quand même assez énorme, c'est-à-dire que lui il s'est fait happer. Elle aussi, elle était dans la voiture, mais elle a survécu miraculeusement. Donc voilà, il a raté son coup. Et franchement, pourtant, moi, j'aurais pas donné cher de la peau de la petite amie là. Hein. Oui, non, c'est clair. Mais voilà. Histoire assez machiavélique quand même, le truc vraiment horrible. Imagine le crime crapuleux. Enfin, c'est voilà. C'est un bel enfant. Donc une espèce de justice immanente là sur ce coup qui s'est déroulé. La dernière histoire insolite du soir se passe au Texas, à Stephenville. C'est encore une histoire d'argent, mais qui finit mieux. Donc c'est un cambrioleur qui est rentré dans une banque et il a demandé l'argent, tout simplement. Et puis là, tout à coup, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais finalement, il a dit au caissier d'appeler la police et il a dit qu'il attendrait dehors sur le trottoir. Bon, alors cet homme s'appelle Philip Stuart Martin, il a 45 ans, il a été arrêté mercredi donc devant la First Financial Branch Bank, et il avait pas d'arme, il a pas du tout été ni agressif ni menaçant, et puis en plus de ça il avait l'air tout à fait sobre, ni drogué ni ivre, et en plus il est allé à la banque à pied, il avait pas de voiture. Donc tout s'est passé comme si ce mec-là, tout à coup, s'était réveillé un matin, comme s'il était allé à la banque tranquillement, et puis d'un coup, il s'est dit, tiens, je vais faire un hold-up. Il a dit, donnez-moi l'argent, et puis juste après, il s'est rétracté. Mais ça lui vaut quand même, évidemment, d'être emprisonné, et on sait pas pour combien de temps. Mais en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a juste dit, donnez-moi l'argent. Aucune menace, pas d'armes, rien du tout. Et puis, en plus, il s'est constitué prisonnier tout de suite après. Donc ouais, c'est vraiment une histoire très très étrange. Mais si tous les voleurs pouvaient suivre l'exemple de celui-là, je pense que le monde serait un endroit plus facile à vivre. C'est beau ce que tu dis. Oui, bon, en même temps c'est facile, hein, c'est des magos à souhait, mais bon, c'est une belle manière de conclure. Voilà, cette émission est terminée, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Merci Thomas, merci Mika. Juste après, sur Rage, c'est Bruit de scène, l'émission de la musique live sur Rage. Il y a d'abord un zoom. Et il y a un zoom sur, absolument. Zoom sur, on sait sur quoi? Parce que là, je l'ai pas en tête. Mais je sais pas quoi. Un zoom sur de la musique. C'est original. Parce que tous les soirs sur Rage, à partir de 20h30 jusqu'à 21h, vous avez des zooms, pas tous les soirs, hein, mais parfois dans la semaine, vous avez des zooms qui durent une demi-heure sur un artiste, sur un style de musique, ou sur n'importe quel sujet culturel. C'est toujours très intéressant, donc je vous conseille d'écouter ce zoom sur, suivi de Bruit de scène, donc l'émission de la musique live. Voilà. Passez une bonne soirée sur Rage. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Exocet. Le bizarre, l'inclassable.